C'est-à-dire, ce que Kagame et Museveni nous font aujourd'hui, tenez que tous les multinationaux qui sont aujourd'hui les Chinois peuvent nous faire aussi demain. Mais pour que les gens, tout le monde nous respecte, parce que nous avons 9 pays voisins. Aujourd'hui, Kagame et Museveni nous malmènent. Il y a 3 décennies. Mais demain, le Congo-Brazza peut dire aussi non, ils peuvent décider même maintenant, le fleuve Congo là appartient au Congo-Brazza. Donc avant de traverser, il faut payer l'impôt, il faut payer la taxe. Et qu'est-ce que nous avons fait? Parce qu'on n'a pas une armée qui peut faire paix aux voisins. Aujourd'hui, l'Ouganda peut décider. Nous, quand nous filmons encore enfants, frère, nous, on pensait que le fleuve Congo là n'appartenait pas au Congo-Brazza. Aujourd'hui, Museveni peut décider, les Angolais peuvent décider et nous allons fouiller où? Et après, nous allons commencer à dire c'est pas communauté internationale. Mais lorsque nous avons des problèmes internes, lorsqu'on dit organiser de bonnes élections, lorsque cette communauté internationale vous fait des remarques, lorsque cette communauté vous fait des recommandations, nous attendons un groupe de gens dire que nous sommes des souverains qui peut nous donner des leçons. Mais aujourd'hui, on a besoin de la communauté internationale. Donc, moi, je ne suis pas là pour soutenir la communauté internationale, mais je dis le gros du problème, c'est d'abord c'est un problème interne. Les gens pensent que la gestion publique, c'est comme si nous sommes dans une congrégation. Nous sommes dans une église où il y a des gens qu'on appelle communauté internationale qui je ne sais pas s'ils doivent nous organiser notre armée, mais pour piller le pays, on n'a pas besoin de la communauté internationale. Ce qui me dérange, c'est que quand nous sommes à l'opposition, on est pauvre, on a besoin de la communauté internationale. Mais lorsque nous arrivons aux affaires, la communauté internationale ne nous empêche pas d'acheter des avions, de devenir des milliardaires. Mais pour construire nos routes, pour organiser notre armée, avoir une armée dissuasive, une armée rodée, pour faire paix aux petits États comme des Rwandais, des Ougandais, là nous disons que c'est la communauté internationale, ces pays-là sont soutenus par la communauté internationale. Et dans l'histoire de l'humanité, toutes les guerres que vous connaissez, il y a eu toujours des soutiens de part et d'autre. Si les Rwandais, les Ougandais aujourd'hui sont soutenus par d'autres puissances pour nous attaquer, vous imaginez que toutes les grandes puissances du monde sont toujours derrière ces gens-là. Mais il y a aussi d'autres puissances. Lorsqu'on ne saura pas de se mettre ensemble, parler le même langage, ce qui nous divise, en réalité, depuis jusqu'à aujourd'hui, c'est le mode d'accession au pouvoir. Il n'est pas question d'exclure quelqu'un ici. Voir le tableau qui est en face de nous. Donc, on doit parler avec tout le monde. Ça, c'est évident. Aujourd'hui, nous voyons Nanga. Hier, on a vu de Laurent Désiré Kabila, on a vu de Bemba, on a vu de Mende et tout consort. La liste est non exhaustive. Mais je crois dernièrement ici, Mende venait de faire une émission où il a démontré noir et si blanc que toutes les guerres que les Congolais ont participé dans la partie orientale que nous avons vécu dans notre pays, nous tous, nous étions des marionnettes de Kagame et de Museveni. Il y a un carnage, il y a les dégâts humains, il y a les dégâts collatéraux qu'on ne peut pas imaginer. On parle de plus de 3000... Aujourd'hui, je venais de suivre le porte-parole du gouvernement qui nous parle de plus de 3000. D'abord, il a dit que c'est un rapport à mi-chemin. Voilà. Vous comprenez? On parle de donc, plus de 3000. Un bilan provisoire. Oui. Un bilan provisoire. Plus de 3000 compatriotes qui sont tués. Mais ce ne sont pas des mouches. Est-ce qu'il ne faut pas préserver des vies humaines? Lorsque le gouvernement n'est pas capable de sécuriser. Parce qu'il y a quelqu'un qui a prêté serment conformément à l'article 74 de la Constitution. De protéger, de respecter la Constitution, de sécuriser les territoires et la population. Il y a l'article 187 que je viens de vous rappeler ici. Qui donne ce pouvoir à l'armée de sécuriser les territoires et la population. Quand vous dites qu'il faut protéger les vies humaines, vous faites allusion à quoi? Parce que Kinshasa campe sur sa position de ne pas négocier avec le rebelle. Ça, des milliers de Congolais appuient, nous appuyons. Mais quand vous dites qu'il faut protéger les vies humaines, c'est quoi l'idée qui est derrière? Ça, c'est les intentions. Ici, nous parlons de la politique réelle. La politique, c'est l'art de gérer la cité. L'art de donner le bien-être à la population. Mais je ne sais pas si je vais expliquer dans quelle langue. Mais tous les dégâts ici que vous voyez aujourd'hui, par exemple, dans la ville de Goma, nos compatriotes qui sont tués, qui va les récupérer? Qui va rembourser à leur famille tout ce qu'ils ont perdu? Ceux qui sont aux affaires,
ont le devoir de sécuriser le peuple. On allait comprendre la démarche de notre compatriote Félix Tshisekedi si il avait des moyens, parce que vous voyez même la position de la communauté internationale. Qui est derrière nous? Qui est derrière nous? À part des incantations, des déclarations, des condamnations. Mais c'est ce que les Congolais attendent maintenant. Donc, si vous mettez de côté ceux qui ont pris des armes, vous les traitez directement avec Kagame. Bon, qu'est-ce que Kagame va signer en termes de résolution? Qu'est-ce que Kagame va dire? Moi, Kagame, vous imaginez, c'est un petit peu quoi ça? Que moi, Kagame, j'ai décidé aujourd'hui de ne plus tuer ou soit alimenter des groupes armés congolais, il peut dire ça. Il n'acceptera pas. Ça dit qu'il n'y a que deux possibilités. La première possibilité, c'est de faire la guerre. Ça, c'est légitime, c'est légal. Okay. C'est de faire la guerre. Mais dans la mesure où cette option, même si n'ont pas déclaré ça officiellement, mais on a tenté d'aller sur ce terrain-là. Nous avons vu des conséquences. Que le pays est en train de partir. Mais il faut aller dans une autre option. Et c'est pourquoi l'option de négocier avec Kagame, nous trouvons que cette option, elle est dangereuse. Parce que Kagame ne signera pas un document disant que moi je soutiens les rebelles congolais et j'ai décidé de laisser. Et c'est pourquoi cette option-là, nous encourageons la démarche des pères spirituels. Pourquoi? Nous allons aboutir à récupérer nos compatriotes qui sont sous les mamelles de Kagame Museveni. Mais non, vous oubliez que ce n'est pas pour une première que ce genre de situation arrive. Tous les Congolais sérieux et pris de paix veulent s'en découdre avec Kagame. Tout à fait. Mais le problème ici, c'est que j'ai tenté, vous démontrer des facteurs exogènes et endogènes. La masse du problème, le gros du problème, c'est d'abord sur le plan interne. Parce que ceux qui sont aux affaires, par exemple, je l'ai toujours dit ici, nous ne sommes pas au pouvoir. Mobutu a tenté d'imposer la dictature en tuant les gens ici, à faisant, et c'est ce que nous avons vu copier ce régime. Mais lorsque Mobutu va organiser son armée, lorsque Mobutu va pacifier le pays, parce qu'il y avait des désordres partout, Kassai, vous savez, avec Molopwe, province orientale, avec Benye, Katanga, avec Tchobé, partout, il y avait des désordres, Moulele partout. Mais lorsqu'il a si réuni les Congolais, lorsqu'il a si imposé la paix, qu'est-ce que les opposants ont dit? Ceux qui n'avaient plus les marges de manœuvre, ils ont fui, ils sont partis, les Kizeng et les autres, c'est à cette époque-là qu'ils ont fui le pays. Et ceux qui sont restés, ils étaient là juste dénoncés. Parce que... Donc... Mais le problème, c'est quoi? Lorsque ceux qui sont censés de nous sécuriser, vous les voyez à l'œil nu comment ils se plaignent. Et qu'on n'a pas de matériel, on n'a pas de moyens logistiques. Papa, même si on te formait là, commando aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, tu viens comme ça avec les mains, tu vas faire la guerre? Dans ce pays-ci, nous avons eu un ministre des Affaires étrangères. Donc, la liste est non exhaustive. À l'époque de Kabila, oui. C'est pour vous dire quoi? Ça, c'est quelques noms qui sont connus. Mais ceux qui ne sont pas connus, dans les entreprises publiques, les établissements de l'État, ils sont nombreux. Mais la meilleure façon de nous débarrasser de tout ce monde-là, parce que travailler aussi avec des étrangers, ce n'est pas un péché. J'ai dit de suivre ici, même, je crois, à l'Union européenne, au Parlement belge, tout ça. Il y a des Congolais qui sont d'origine congolaise, mais qui sont belges, qui travaillent là-bas. Nous avons aujourd'hui aux États-Unis partout des étrangers. Mais le problème, c'est quoi? Les étrangers qui ont décidé soit d'avoir notre nationalité, de travailler chez nous, ne peuvent pas être nuisibles. Parce que ça sera impossible de penser que tous les Rwandais qui sont au Congo depuis 1996, qui sont venus nous infiltrer, qui sont dans l'administration, qui ont fait des enfants ici, nous serons capables un jour de les faire partir comme ça. Par exemple, un dimanche, ils sont chassés. Ça sera difficile. Mais la meilleure façon de se débarrasser avec ces gens-là, c'est quoi? C'est lorsque nous allons définir le vouloir vivre ensemble et organiser de bonnes élections que nous estimons. Ça, c'est mon point de vue. Ce n'est pas l'idée, soit le point de vue de mon parti, soit de ma plateforme. Vous laissez ça à l'église catholique, l'église protestante. Et toutes les composantes envoient leurs représentants. Nous organisons des élections crédibles.
Chers compatriotes, permettez-moi de vous dire, dans toutes nos frontières, les 9 voisins que vous voyez là-bas, nous avons des Congo de tous les côtés, nous avons des Bangala de tous les côtés, nous avons des Bangala, c'est partout comme ça. En l'Est, n'en parlons même pas. Mais en réalité, sur le plan culturel, sur le plan psychologique, sur le plan linguistique, on se connaît. Un Mukongo de Congo-Brazza et un Mukongo de Manyanga, lorsqu'ils parlent, ils se connaissent que celui-ci est Mukongo de l'autre côté. Un Mungala, un Gwandi de l'autre côté, lorsqu'ils se parlent avec son frère, ils se connaissent. Et pendant les élections, on peut se débarrasser de ces gens-là calmement, sans poser, ça provoquer beaucoup de casse. Ça, c'est le seul issue, la vraie voie est la meilleure. Bon début de week-end à vous qui êtes branchés. Heureux de se retrouver encore pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs, des invités sur ces plateaux. Et bien le tout premier déjà avec nous, en la personne du pasteur Serge Taboko, qui représente Martin Fayoulou. Il est décidé, il est la Mouka. Nous allons vous parler nation, nous allons vous parler république en rapport avec ce qui se passe au pays, l'insécurité qui sévit dans la partie Est, c'est vrai, c'est une question qui dérange des milliers, en tout cas tout Congolais partout, on se retrouve en tant que Congolais bien évidemment, c'est une préoccupation majeure par rapport à la situation de l'Est, donc il y a lieu d'en parler, nous allons bien évidemment vous donner des explications, encore les éclairages par rapport à ces dernières. Déjà les pères des églises, l'autre fois, a été reçus. Ils étaient reçus par le chef de l'État. Après, ils ont continué à consulter les différentes personnalités et politiques. Ils étaient chez le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Ils ont eu le temps d'aller voir Martin Fayoulou. Ils étaient avec plusieurs personnalités en tout cas, dans le but de mettre ensemble le Congolais pour parler en termes de cohésion nationale. Il y a certaines personnes qui pensent même qu'il y a un dialogue en perspective. Eh bien, nous allons vous en dire plus. Si c'est vrai, il y aura dialogue. Qui sont les Congolais qui prendront part? Sinon, pour quelle finalité? Parce que ça, c'est la énième fois que les Congolais se retrouvent autour d'une table en termes de dialogue, mais apparemment, ou encore jusqu'ici, les solutions ne semblent toujours pas être satisfaisantes. Donc, il y a lieu de réfléchir quant à ce. Nous allons vous parler de la situation de Goma, nous allons parler de l'insécurité, comme j'ai dit il y a peu, et le tout premier invité, il s'agit des pasteurs, comme j'ai dit, et nous attendons l'arrivée plutôt de Mike Gardi Diana, qui est journaliste, et il sera bien évidemment reçu en qualité d'analyste politique. Il va s'y joindre à nous dans les minutes suivantes parce qu'il nous fera savoir qu'il serait coincé dans les embouteillages. Pasteur, merci d'être là et bon début de week-end à vous. Merci beaucoup, chers compatriotes Guélonké, pour une fois de plus cette invitation d'honneur que vous nous faites. Merci. Nous te remercions pour l'estime et considération que vous ne cessez de faire montre à notre égard. C'est partagé en tout cas. Permettez-moi, comme d'habitude, de dire merci à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là. Ce qui est vrai, je vais de passer un peu un moment très compliqué. Presque 2 semaines. Bon, jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que je suis convalescent. J'étais vraiment souffrant, dû au fort vertige. Donc, je devrais me reposer quand même, selon les médecins, parce que, bon, en réalité, il n'y a pas vraiment quelque chose de grand dans la santé, mais il s'avère que ce sont des mélanges, donc tellement qu'on travaille beaucoup. Nous, à part la lutte que nous avons empruntée ici de défendre notre pays, nous avons aussi la chair, il faut prêcher, il faut aussi chercher les pains quotidiens pour la famille. Donc, sinon, on n'a pas assez de temps. C'est ce qui a fait que la santé, sinon bon rétablissement déjà. Peut-être aujourd'hui, je ne serai pas à la hauteur comme toujours pour essayer un peu de... Moi, je dis par rapport à un moment donné, on m'a vraiment demandé, on m'a imposé de ne pas beaucoup crier. Okay. Beaucoup crier. Je sais que je ne fais pas ça sciemment, c'est spontané, ça vient comme ça, c'est naturel, mais on m'a demandé de ne pas faire un effort. C'est ce que je vais vraiment fournir cet effort pour que je respecte les points de vue des médecins. Mais sinon, je salue également ceux qui sont de l'autre côté de la régie. Je crois que c'est grâce à eux que nous serons bien captés par ceux qui vont nous suivre aujourd'hui. Un regard sur ce qui se passe dans notre partie orientale, en particulier en République démocratique du Congo en général. Nous traversons un moment sombre de l'histoire. Je crois aujourd'hui, ceux qui venaient nous contredire n'auront plus des arguments pour nous contredire, puisqu'on a déjà dit ici, depuis des années, que rien ne marchait, mais il y a nos compatriotes qui étaient un peu ivres du pouvoir
Voilà, aujourd'hui nous sommes là et nous demandons la miséricorde de Dieu de pouvoir jeter son regard sur ce qui se passe dans notre pays. Puis on en a marre, c'est assez. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, hier de 60 à 67, c'était des conflits internes, mais aujourd'hui, ce sont des petits pays qui ont décidé de nous décimer au XXIe siècle et nous ne sommes pas capables de nous défendre. Voilà, c'est pitié vraiment, c'est compliqué. On manque même des mots. Ce qui se passe aujourd'hui avec les autres, tenez que ça peut aussi passer dans votre maison, on peut tuer tes enfants, ta maman, tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? S'il faut fuir ces pays, on ne va pas fuir, donc on doit assumer. C'est pourquoi nous encourageons cette initiative, malgré que c'est tardif, parce que le président Matefort l'avait déjà dit, depuis, en commençant par 2019, où il a demandé le consensus, les réformes consensuelles, jusqu'à au mois de décembre, ici, décembre 2024, il a parlé de la même chose sans parler de 30 juin 2024, sans parler de 31 août 2024, lorsqu'il revenait des États-Unis d'Amérique. Il venait encore de parler au mois de décembre ici, la même rhétorique, mais les gens n'ont pas compris. Je crois aujourd'hui, peut-être ils seront humbles. Je crois de prier le fils qui pousse cet homme, ce patrimoine commun qu'il avait déjà compris. Et voilà là où nous sommes. On se lance sur le chemin. Sur ce chemin, s'il fallait dire, du dialogue, hein, parce qu'on va dire en clair ici que l'autre fois, c'était une proposition faite par vous qui êtes la Mouka, vous qui êtes décidé. Vous avez appelé ça les assises de Kinshasa, mais c'était sans succès. À nos jours, le père des églises arrive à consulter les différentes tendances politiques au point de faire appel à tout Congolais de se retrouver autour d'une table en termes de dialogue. Ils avaient reçu la bénédiction du chef de l'État. On peut dire ici qu'en perspective, il y a un dialogue qui se prépare. Sinon, d'après vous, ça sera pour quelle finalité? Certes, on parle de cohésion nationale, on parle de l'unité nationale, mais qui prendront part? Est-ce les Congolais, en général? C'est là dont les noms sont cités aujourd'hui, ou bien il faut exclure certaines personnes d'après vous? D'emblée, il n'est pas question d'exclure quelqu'un ici. Voir le tableau qui est en face de nous. Donc, on doit parler avec tout le monde. Ça, c'est évident. Permettez-moi, je crois, de revenir dans la parole de Dieu, nous qui pratiquons la Bible. Il est écrit, si ma mémoire ne me trahit pas, dans le livre de Luc, chapitre 11, partage, je crois, du verset 17, qu'un royaume est divisé. Bon, je ne peux pas emprunter parce que nous ne sommes pas dans un royaume, mais une maison divisée ne peut pas gagner n'importe quelle bataille. C'est pour répondre à votre question, lorsque vous dites que ça va aboutir à quoi? Moi, je ne réfléchis pas comme d'autres compatriotes qui, depuis un certain temps, surtout ceux qui sont au pouvoir, depuis la fin du régime de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, lorsqu'ils ont des difficultés, ils vont soit dénicher des sorciers internes et surtout dénoncer la communauté internationale. Mais lorsqu'ils sont à l'opposition, il ne vous parlera jamais de la communauté internationale. Si vous avez ne fût qu'une image, une vidéo, même de 30 secondes, où notre compatriote Féti Sekedi, soit par ici, je fais allusion à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ou Papa Sekedi, lorsqu'ils étaient encore en opposition, avaient dénoncé l'ingérence de la communauté internationale. Si vous avez cette image, présentez-le, soit apportez-le moi, soit mettez ça à la place publique, je viendrai demander pardon. C'est-à-dire quoi? Quand nous sommes à l'opposition, nous avons besoin de la communauté internationale. Lorsque rien ne marche ici, nous avons besoin de l'intervention de la communauté internationale. Mais lorsqu'on arrive aux affaires, et je ne dis pas seulement ces régimes, les différents régimes qui ont succédé dans notre pays, la bête noire, c'est la communauté internationale. C'est la communauté internationale qui veut le détruire. Ici, loin de moi, l'idée de dédouaner. Parce que si nous restons sur le plan légal, la communauté internationale, c'est une nébuleuse. La RDC fait partie de la communauté internationale. Vous comprenez? Mais sur le plan politique, en termes de rapports de force, lorsqu'on parle des relations internationales, on fait allusion tout simplement aux grandes puissances, c'est-à-dire ceux qui ont le droit de veto. C'est-à-dire s'il y a un problème qui touche l'humanité, on a besoin d'attendre le point de vue de la Chine, de la Russie, de la France, de la Grande-Bretagne. Ces gens-là, c'est ce que nous, dans les pays africains, ici, nous appelons communauté internationale. Vous comprenez? Mais pour que nos amis-là que je viens de citer précédemment ici, s'ils sont devenus des grandes puissances,
Mais est-ce qu'il y avait un cadeau? Il y a quelqu'un qui leur a offert ce cadeau-là. Lorsqu'on a divisé l'Afrique en 1885, mais la Chine n'était pas là. Ah, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire les autres ont travaillé pour arriver là où ils sont aujourd'hui et avoir un mot dans le Conseil des Nations. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Ici, nous sommes en train de rêver. Surtout dans notre pays, en Afrique en général, en particulier le Congo, les gens pensent que la gestion publique, c'est comme si nous sommes dans une congrégation. Nous sommes dans une église où il y a des gens qu'on appelle communautés internationales qui je ne sais pas s'ils doivent nous organiser notre armée, mais pour piller le pays, on n'a pas besoin de la communauté internationale. Ce qui me dérange, c'est que quand nous sommes à l'opposition, on est pauvre, on a besoin de la communauté internationale. Mais lorsque nous arrivons aux affaires, la communauté internationale ne nous empêche pas d'acheter des avions, de devenir des milliardaires. Mais pour construire nos routes, pour organiser notre armée, avoir une armée dissuasive, une armée rodée, pour faire paix aux petits États comme des Rwandais, des Ougandais, là nous disons que c'est la communauté internationale, ces pays-là sont soutenus par la communauté internationale. Et dans l'histoire de l'humanité, toutes les guerres que vous connaissez, il y a eu toujours des soutiens de part et d'autre. Si les Rwandais, les Ougandais aujourd'hui sont soutenus par d'autres puissances pour nous attaquer, vous imaginez que toutes les grandes puissances du monde sont toujours derrière ces gens-là. Mais il y a aussi d'autres puissances. J'ai vu dans un passé récent ici, c'était la Russie qui nous attendait même la main, qui avait des accords, que Mouzi avait signé, tout ça. Mais il y avait votre gouvernement qui avait dit non, ça ne nous regarde pas. Donc, cette facilité, cette rhétorique de penser que si nous sommes comme ça, si nous souffrons pas ce qu'il y a les autres, donc, ou soit vendons ces pays, soit laisser ces pays aux autres. Ça n'arrivera pas, on peut pas. Mais le problème c'est quoi? Nous sommes quand même un peuple. Au lieu d'assumer, c'est ce qui me dérange. Comprenez un peu mes émotions. Nous sommes tués aujourd'hui des 60 jusqu'aujourd'hui, les Congolais sont tués. Et chaque régime qui vient, il y a toujours des massacres. Mais pour le développement, on ne parle pas du développement. Mais pour le développement des individus, il y a le développement des individus. Chaque régime, on fait des millionnaires, des milliardaires. Mais c'est la communauté internationale qui bloque. Donc, le problème de notre pays, c'est d'abord, il y a ce qu'on appelle des facteurs exogènes et des facteurs endogènes. En termes de rapport de force, chers compatriotes, je regarde ma caméra, il n'y aura pas, je ne sais pas si c'est laquelle, bon, je ne sais pas, peut-être quand Jésus viendra, où il y aura un moment où la communauté internationale va croiser les mains, c'est-à-dire la fameuse communauté internationale que nous faisons allusion, va croiser les bras pour dire que bon, restez dans votre pays, organisez votre pays. Non, entre des États, il n'y a que des intérêts. Si des petits pays comme Burkina Faso, le Mali, le Guinée, peuvent s'organiser pour s'opposer à la grande puissance comme la France, qu'est-ce que la France a fait? Donc, il y a des facteurs exogènes. Les facteurs exogènes ici, c'est quoi? On parle de minéraux. Vous comprenez? Et qui cherchent ces minéraux-là, ce sont des multinationales. Ceux qui détiennent ils ont de grandes entreprises, ils ont besoin de nos minéraux. Ça, c'est évident. Mais il y a aussi des facteurs endogènes. Les minéraux, là, ils achètent ça où? Mais pourquoi il faut se poser des questions? Mais pourquoi ils ont décidé d'aller acheter les minéraux là chez nos voisins? Pourquoi ça? Pourquoi ils ont décidé d'aller acheter là-bas? Donc ici, j'interpelle l'imaginaire collectif. C'est qu'on doit d'abord retourner sur le plan interne. Ça, je réponds directement par rapport à votre question sur le dialogue. Ça dit un peuple uni. On doit définir le vouloir vivre ensemble. Pourquoi? Parce que depuis 1996, comme j'avais dit tantôt, les guerres qu'on a eu dans notre pays ici dans les années 60 jusqu'à 65-67, même sous le régime Mobutu, il y avait aussi quand même quelques désordres par-ci par-là. Ça, c'était des conflits internes. Par contre, de 1996 jusqu'à aujourd'hui, ça s'appelle la guerre par procuration. C'est-à-dire, les Rwanda et l'Ouganda, hier, il y avait aussi les Burundais, ne nous font pas la guerre classique. Ils font ce qu'on appelle la guerre par procuration. Ils sont en train d'armer nos compatriotes congolais. Visiblement, ce sont des Congolais qui sont au front. Ils mettent des moyens matériels, des ressources financières. Parce que
les Congolais eux-mêmes ne sont pas conscients. Les Congolais qui partent prendre les armes, qui partent se jeter sous les mains de Kagame Museveni, ils savent que dans la voie pacifique, ça sera impossible d'avoir le pouvoir au Zaïre ou au Congo. C'est comme ça la même rhétorique que Mouzé, Bemba et les autres ont utilisé depuis 1996. Que dans la voie pacifique, c'était impossible de chasser Mobutu, c'est pourquoi Mouzé a pris les armes. Dans la voie pacifique, c'était impossible de prendre le pouvoir, c'est pourquoi Bemba a pris les armes. Dans la voie pacifique, tout ce que vous connaissez aujourd'hui, plus de 90% de la classe politique sont passés sous les mains de Kagame Museveni de prendre des armes, venir de tuer des Congolais pour arriver aux affaires. Ça, c'est notre problème, ça, c'est le facteur endogène. Au lieu de regarder seulement la communauté internationale. C'est comme si ici nous sommes bien organisés, tout marche bien, on organise des 60 jours qu'aujourd'hui nous organisons nos élections sans problème et qu'il y a des pays qui s'organisent là-bas pour venir nous faire la guerre classique. Ça s'appelle la guerre par procuration. Aujourd'hui nous voyons Nanga. Hier on a vu de Laurent Désiré Kabila, on a vu de Bemba, on a vu de Mende et tout consort. La liste est non exhaustive. Mais je crois dans un dernièrement ici, Mende venait de faire une émission chez vos confrères de Top Congo, où il a démontré noir et si blanc que toutes les guerres que les Congolais ont participé dans la partie orientale que nous avons vécu dans notre pays, nous tous, nous étions des marionnettes de Kagame et de Museveni. Ça, c'est pas moi, c'est Mende qui a dit. Donc aujourd'hui, nous voyons Nanga. Mais le problème ici, c'est que... C'est pourquoi le chef de l'État a pris l'option de ne pas négocier avec le rebelle, encore moins les M23, encore Nanga, parce que c'est lui qui est le numéro 1 de ce mouvement. Quand le chef de l'État dit que derrière la position de Kinshasa ou encore du président Félix est soutenue par des milliers de Congolais, qu'il n'y aura pas négociation entre Kinshasa et le M23. Bien que les pères des églises ont entamé des consultations ici à l'interne, je veux dire ici à Kinshasa, est-ce que si Nanga est exclu, par exemple, parce que vous avez dit à l'entame, on ne peut pas exclure certains Congolais. Moi, je prends Nanga à titre d'exemple. Déjà, Kinshasa dit noir sur blanc, n'est-ce pas, haut et fort, que Nanga ne sera pas concerné. Comment ça va se passer alors que c'est Nanga qui nous attaque? Bon, je concerne votre point de vue, mais ça, je sais que c'est leur point de vue du passé. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le présent. Hier, même à San City, tout le monde sait que l'RCD était soutenu par les Rwandais, MLC était soutenu par des Ougandais. Mais on a négocié avec Bemba, on a négocié avec Roubero et les autres, tous les Congolais qui étaient dedans. Ça, c'est la vérité. Kagame ne viendra pas. S'il faut négocier encore avec je vous en prie. Permettez-moi. Il ne faut pas faire la langue de bois ici. Il faut dire des choses vraies. Si le régime, moi je crois que c'est ma position, je l'ai toujours dit, même le président Matefo l'avait dit, plus d'une fois, qu'on ne sous-traite pas la sécurité de son État. Si on avait une armée organisée, structurée, selon les statistiques, on nous aura appris que notre armée, nous avons une armée de 100, si c'est 160 et quelques mille hommes. L'armée rwandaise, on parle d'une affaire de 33 000 hommes. Est-ce que vous pouvez avoir l'idée si ça? Tous les rapports internationaux qui nous arrivent, on nous dit que c'est 4 000 hommes militaires rwandais qui sont sous le sol congolais. Donc une armée de 100 et quelques mille hommes est désarticulée et mise en difficulté par 4 000 hommes. Donc le problème, il est profond. C'est-à-dire, voilà à un moment donné, on pouvait comprendre la démarche de M. Tshisekedi dans la mesure où on avait l'armée capable, vous comprenez, de sécuriser conformément à l'article 187 de la Constitution, une armée capable, rodée, une armée qui fait peur. À ce moment, il peut dire, niet, je ne négocie pas avec des compatriotes qui ont pris des armes, parce que je sais qu'ils sont derrière, et c'est tout le monde sait qu'ils sont soutenus par pays XY. Ça, c'est évident. Mais la deuxième hypothèse, c'est qu'il y a, et même, je crois que vous avez suivi les porte-parole du gouvernement, il y a un carnage, il y a les dégâts humains, il y a les dégâts collatéraux qu'on ne peut pas imaginer. On parle de plus de 3000... Aujourd'hui, je venais de suivre le porte-parole du gouvernement qui nous parle de plus de 3000. D'abord, il a dit que c'est un rapport à mi-chemin. Voilà. Vous comprenez? On parle de donc plus de 3000. Un bilan provisoire. Oui. Un bilan provisoire. Plus de 3000 compatriotes qui sont tués. Mais ce ne sont pas des mouches.
Est-ce qu'il ne faut pas préserver des vies humaines? Lorsque le gouvernement n'est pas capable de sécuriser. Parce qu'il y a quelqu'un qui a prêté serment conformément à l'article 74 de la Constitution, de protéger, de respecter la Constitution, de sécuriser les territoires et la population. Il y a l'article 187 que je viens de vous rappeler ici, qui donne ce pouvoir à l'armée de sécuriser les territoires et la population. Quand vous dites qu'il faut protéger les vies humaines, vous êtes allusion à quoi? Parce que Kinshasa campe sur sa position de ne pas négocier avec le rebelle. Ça, des milliers de Congolais appuient, nous appuyons. Mais quand vous dites qu'il faut protéger les vies humaines, c'est quoi l'idée qui est derrière? Ça, c'est les intentions. Ici, nous parlons de la politique réelle. La politique, c'est l'art de gérer la cité. L'art de donner le bien-être à la population. Mais je ne sais pas si je vais expliquer dans quelle langue. Mais tous les dégâts ici que vous voyez aujourd'hui, par exemple, dans la ville de Goma, nos compatriotes qui sont tués, qui va les récupérer? Qui va rembourser à leur famille tout ce qu'ils ont perdu? Mais vous pensez qu'on ne saura pas, on ne peut pas négocier avec X ou Y? Excusez, monsieur. Je vous en prie. Du fait que c'est Kagame, on va porter plainte contre et si vous portez plainte, après, ça va faire quoi? Mais nous sommes dans un monde qui... Je viens de vous rappeler ici que le monde est basé par les rapports de force. La réparation par rapport à quoi? Mais il y a eu des dégâts. Par rapport aux dégâts causés, non, chers compatriotes, il ne faut pas rêver. Souvenez-vous de la guerre de 6 jours à Kisangani. Mais il y a eu des dégâts jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu aussi des procès. Et maintenant, vous avez l'idée sur les réparations? Qu'est-ce que les Congolais ont gagné? Même les miettes qu'on a sanctionnés par la justice, le tribunal international à Ouganda ici, est-ce que vous avez l'idée sur ça? Donc, il faut prendre des choses au sérieux. Lorsque vous êtes en position de faiblesse, mais il faut négocier. Ça, c'est évident. Parce que moi, ici, je parle comme compatriote. Sous le régime de Mobutu, moi, j'étais encore là, j'étais jeune. En 96-97, nous avons vécu des événements. La plupart peut-être qui sont aux affaires aujourd'hui étaient à l'extérieur du pays. Ils voyaient ça peut-être à la télévision. Nous avons vécu. Moi, j'ai été fouetté, tabassé 3 fois par les jeunes là qu'on appelle des Kadogo. Chers compatriotes, je vous dis ceci. Ceux qui sont aux affaires ont le devoir de sécuriser le peuple. On allait comprendre la démarche de notre compatriote Félix Tshisekedi si il avait des moyens, parce que vous voyez même la position de la communauté internationale. Qui est derrière nous? Qui est derrière nous? À part des incantations, des déclarations, des condamnations. Mais c'est ce que les Congolais attendent maintenant. Donc, si vous mettez de côté ceux qui ont pris des armes, vous les traitez directement avec Kagame. Bon, qu'est-ce que Kagame va signer en termes de résolution? Qu'est-ce que Kagame va dire? Moi, Kagame, vous imaginez, c'est un petit peu quoi ça? Que moi, Kagame, j'ai décidé aujourd'hui de ne plus tuer ou soit alimenter des groupes armés congolais, il peut dire ça. Il n'acceptera pas. Parce qu'il sait que s'il ose faire ça, ça peut lui poursuivre même demain ou après-demain. Kagame, sur le plan légal, il nie tout ce qui se passe au Congo. Il dit que ce qui se passe au Congo, c'est un problème congolais. Ça, c'est depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Alors, du fait qu'il continue à nier, vous avez raison parce qu'il nie. Kinshasa, le Congo, que peut-on nous faire pour résoudre la situation de l'Est? Ça dit qu'il n'y a que 2 possibilités. La première possibilité, c'est de faire la guerre. Ça, c'est légitime, c'est légal. Okay. C'est de faire la guerre. Mais dans la mesure où cette option, même si nous n'avons pas déclaré ça officiellement, mais on a tenté d'aller sur ce terrain-là, nous avons vu des conséquences. Que le pays est en train de partir. Mais il faut aller dans une autre option. Et c'est pourquoi l'option de négocier avec Kagame, nous trouvons que cette option, elle est dangereuse. Parce que Kagame ne signera pas un document disant que moi je soutiens les rebelles congolais et j'ai décidé de laisser. Et c'est pourquoi cette option-là, nous encourageons la démarche des pères spirituels. Pourquoi? Nous allons aboutir à récupérer nos compatriotes qui sont sous les mamelles de Kagame et Museveni. Mais non, vous oubliez que ce n'est pas pour une première que ce genre de situation arrive. Vous soutenez ces démarches de pères des églises. Libre à vous. On a posé la question de savoir en termes de finalité, que peut-on nous attendre de cette démarche ou encore de ces dialogues qui est en perspective. Vous avez dit qu'il faut négocier. Vous oubliez que tout Congolais, vous y compris, est contre mixage et brassage. Les chefs de l'État les disent matin, midi, soir. Qu'en aucune fois, vous parlez de l'armée.
il faut réorganiser l'armée, il faut une nouvelle impulsion au sein de l'armée pour dénicher les traîtres, les infiltrés, tout ça là. Alors, s'il faut aller négocier encore avec le M23, avec le rebelle comme vous prétendez, au fait, n'évoquez-vous pas que ça sera, comme j'ai dit un peu, de sur place, ce qui dit, on va prendre encore les officiers qui ne seront pas congolais des souches, qui seront des traîtres, et on va tourner à rond, rien ne va évoluer. Pourquoi ne pas assumer cette fois-ci? Ce qui dit, s'il y a guerre, on finira par mourir. Il y a certains, il y a toujours des dégâts collatéraux. Il y a de ceux-là qui vont mourir, il y a de ceux-là qui vont survivre. Pourquoi ne pas soutenir cette position de chef de l'État? Ce qui dit de ne pas négocier avec le rebelle. Et il faut faire la guerre, faisons la guerre jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on aura la liberté suprême. Tous les Congolais sérieux et pris de paix veulent s'en découdre avec Kagame. Tout à fait. Mais le problème ici, c'est que j'ai tenté, oui, de vous démontrer des facteurs exogènes et endogènes. La masse du problème, le gros du problème, c'est d'abord sur le plan interne. Parce que ceux qui sont aux affaires, par exemple, je l'ai toujours dit ici, nous ne sommes pas au pouvoir. Mobutu a tenté d'imposer la dictature en tuant les gens ici, à faisant, et c'est ce que nous avons vu copier ce régime. Mais lorsque Mobutu va organiser son armée, lorsque Mobutu va pacifier le pays, parce qu'il y avait des désordres partout, Kassai, vous savez, avec Molopwe, province orientale, avec Benye, Katanga, avec Tchobé, partout, il y avait des désordres, Moulele partout. Mais lorsqu'il a si réuni les Congolais, lorsqu'il a si imposé la paix, qu'est-ce que les opposants ont dit? Ceux qui n'avaient plus les marges de manœuvre, ils ont fui, ils sont partis, les Kizeng et les autres, c'est à cette époque-là qu'ils ont fui le pays. Et ceux qui sont restés, ils étaient là juste dénoncés. Parce que... Donc, mais le problème, c'est quoi? Lorsque ceux qui sont censés de nous sécuriser, vous les voyez à l'œil nu comment ils se plaignent. Et qu'on n'a pas de matériel, on n'a pas de moyens logistiques. Papa, même si on te formait là, commando aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, tu viens comme ça avec les mains, tu vas faire la guerre? vous, Martin Fayulu, vous décidez, l'autre fois, vous avez demandé... Là, je me fais comprendre. S'il vous plaît, je vous pose une autre question parce que ça va éclairer la lanterne de ceux-là qui nous suivent. Vous décidez, vous, Fayulu, l'autre fois, vous avez demandé les dialogues. Vous avez appelé ça ou intitulé ça les assises de Kinshasa. Aujourd'hui, les pères des églises ont emprunté le même chemin. Mieux vaut tard que jamais, dit-on, mais du moins, on peut dire que les dialogues, peut-être, ça aura lieu. À supposer qu'on arrive à organiser les dialogues. C'est un impératif. Donc, vous pensez, vous, Fayulu, que vous allez vous asseoir sur la même table que Corneille Nangaa, qui viendra avec son agenda, n'est-ce pas? Qui viendra avec ses impositions, avec son imposition, comme j'ai dit, hein, son agenda, son cahier des charges, tout ça là. Et Nangaa va prendre les postes au sein de l'armée, Nangaa va prendre les postes au niveau du gouvernement, et Fayulu, vous êtes prêt à travailler avec Nangaa dans ce genre de, dans ce genre de conditions? Merci beaucoup, cher compatriote, mais sincèrement, là, vous mélangez des choses. La cohésion, c'est une autre paire de démarches. Le problème de travailler, ça, c'est un autre débat. Soyons rationnels. Je vous en prie. Quand vous allez vous retrouver autour d'une table en termes de cohésion, dialogue, là, vous brisez des étapes. Aujourd'hui, ce qui préoccupe les Congolais, ce n'est pas avoir Fayulu, Serge Taboko travailler dans une entreprise. Aujourd'hui, d'abord, la question primordiale, c'est la paix. Aujourd'hui, d'abord, c'est la paix. Et vous pensez que la paix, là, c'est à tout prix? Ou bien il y a des limites qu'on ne peut pas franchir, ou encore certaines choses qu'on ne peut pas admettre? Bon, est-ce que vous pouvez me permettre de parler? Vous avez la parole, oui. Ça dit, ce que vous craignez là, entre guillemets, des Rwandais, des Ougandais, des Burundais. Mais ils sont là. C'est ce que nous ne voulons pas. Permettez-moi, ça dit au risque de faire, la politique de l'Autriche, cher compatriote. Permettez-moi, peut-être, j'utilise des termes un peu crus. C'est depuis, je ne sais pas si il y a des exemples qui existent ailleurs, puisque je n'ai pas le monopole de la connaissance. Mais c'est en République démocratique du Congo, pour la première fois, nous avons vu un chef d'État-major rwandais. Est-ce que vous avez l'idée d'un Congolais chef d'état-major dans un autre pays ici dans l'histoire de l'humanité? Voilà pourquoi excusez, chers compatriotes, excusez, chers. Qui vous dit que tous ceux qui étaient venus de 96 jusqu'à aujourd'hui sont partis? Ils ne sont plus là. Non, il faut aller dans la profondeur. C'est-à-dire quoi? C'est dans ces pays ici que nous avons des généraux étrangers. Et voilà, c'est ce que le chef d'État ne veut plus. Oui. Vous me relancez beaucoup. Permettez-moi d'abord d'essayer un peu de rafraîchir la mémoire de ceux qui nous suivent. Comme moi, je ne viens pas faire des incantations dans les médias.
Un exemple, Pata. Il y a un général qui s'est présenté, qui s'est pointé à la CPI lorsqu'il a eu des problèmes avec Museveni, pardon, avec Kagame. Lui-même est allé se jeter à la CPI. On lui pose la question de quelle nationalité. Il dit, j'ai la nationalité rwandaise. Tu vas parler à quelle langue? À Kinyarwanda. Mais ici, il avait des galons, un général congolais. C'est un général congolais. Je me souviens même lorsque la CPI a voulu mettre la main sur lui. C'est notre aîné, votre ancien ministre de la Communication, la même main qui disait au nom de la paix, on ne peut pas livrer notre compatriote. C'est pour confirmer que nous avons des étrangers dans des institutions de notre pays. Ça, c'est... Dans ces pays-ci, nous avons eu un ministre des Affaires étrangères. Étranger. Donc, la liste est non exhaustive. À l'époque de Kabila, oui. C'est pour vous dire quoi? Ça, c'est quelques noms qui sont connus. Mais ceux qui ne sont pas connus, dans les entreprises publiques, les établissements de l'État, ils sont nombreux. Mais la meilleure façon de nous débarrasser de tout ce monde-là, parce que travailler aussi avec des étrangers, ce n'est pas un péché. Je viens de suivre ici, même, je crois, à l'Union européenne, au Parlement belge, tout ça. Il y a des Congolais qui sont d'origine congolaise, mais qui sont belges, qui travaillent là-bas. Nous avons aujourd'hui aux États-Unis partout des étrangers. Mais le problème, c'est quoi? Les étrangers qui ont décidé soit d'avoir notre nationalité, de travailler chez nous, ne peuvent pas être nuisibles. Parce que ça sera impossible de penser que tous les Rwandais qui sont au Congo depuis 1996, qui sont venus nous infiltrer, qui sont dans l'administration, qui ont fait des enfants ici, nous serons capables un jour de les faire partir comme ça. Par exemple, un dimanche, ils sont chassés. Ça sera difficile. Mais la meilleure façon de se débarrasser avec ces gens-là, c'est quoi? C'est lorsque nous allons définir le vouloir vivre ensemble et organiser de bonnes élections que nous estimons. Ça, c'est mon point de vue. Ce n'est pas l'idée, soit le point de vue de mon parti, soit de ma plateforme. Vous laissez ça à l'église catholique, l'église protestante. Et toutes les composantes envoient leurs représentants. Nous organisons des élections crédibles. Chers compatriotes, permettez-moi de vous dire, dans toutes nos frontières, les 9 voisins que vous voyez là-bas, nous avons des Bakongo de tous les côtés, nous avons des Bangala de tous les côtés, nous avons des Bangala, c'est partout comme ça. À l'Est, n'en parlons même pas. Mais en réalité, sur le plan culturel, sur le plan psychologique, sur le plan linguistique, on se connaît. Un Mukongo de Congo-Brazza et un Mukongo de Manyanga, lorsqu'ils parlent, ils se connaissent que celui-ci est Mukongo de l'autre côté. Un Mungala, un Gwandi de l'autre côté, lorsqu'ils se parlent avec son frère, ils se connaissent. Et pendant les élections, on peut se débarrasser de ces gens-là calmement, sans poser, ça provoquer beaucoup de casse. Ça, c'est le seul issue, la vraie voie est la meilleure. Parce qu'en Sani City, Francis Kalombo venait de nous rappeler ici, lui aussi est passé dans cette émission, il a dit que l'IDPS était là, il nous a rappelé, même moi je ne savais pas que même Maman Marthe était aussi là-bas à Sani City. Et c'est Francis Kalombo qui a pris l'initiative, après avoir discuté avec Kabila, d'aller voir l'équipe de Kabila, c'est-à-dire de Jean-Pierre Bemba. Il dit c'est lui qui est allé voir Olivier Kamitatou. Et j'ai dit à Olivier Kamitatou, comme il a dit à Lingara, Toti Kaba étranger, c'est-à-dire les Francis Kalombo savaient qu'à Sani City, il y avait des étrangers. C'est pas moi, c'est Francis Kalombo qui l'émission existe ici, Top Congo. Il a dit Toti Kaba étranger, c'est comme ça qu'ils ont proposé les accords de cascade. Toti Kaba étranger, c'est-à-dire les Congolais étaient conscients, même l'IDPS était consciente comme organisation qu'il y avait des étrangers à Sani City. Et nous avons accepté ces gens-là, les autres sont devenus des vice-présidents, ils étaient là, ils ont fait des enfants, ils sont là. Mais même dans nos cas, ils sont là. Je ne sais pas si c'est une image montée ou quoi. Vous avez vu, on est en train de monter un officier qui était en train de communiquer. Et il a été surpris, je crois que c'est passé si Batel. Il vient avaler la carte ici. Oui. Il vient avaler la carte ici. Mais ça, c'est pas Serge. Kemou, il y a Bossembe, peut-être Moutamba Menace. Ils ne veulent pas qu'on parle. C'est-à-dire, nous avons ces gens-là. Mais la meilleure façon de se débarrasser avec ces gens-là, parce qu'on se connaît. Même nos compatriotes qui sont dans des camps militaires, ils connaissent que Azali Boguelor, Ataza officier, mais Azali étranger. Mais c'est lorsque nous aurons un pouvoir légitime. Si à ce moment-là, d'abord, sur le plan psychologique, frère, les autres vont fuir, ça les attraper. Souvenez-vous, la dimension psychologique.
Lorsque le peuple donne la légitimité à quelqu'un, à un groupe d'individus. En 93, si je ne me trahis pas, lorsque Papa Tshisekedi a été nommé Premier ministre dans l'Absita, la plupart des dignitaires de Mobutu, la Bible, permettez-moi, j'ai voulu dire la Bible. Donc, on nous apprend que ils ont décidé d'eux-mêmes d'aller restituer tout ce qu'ils avaient volé. Mais Tshisekedi n'est pas passé avec le fouet. Ça, c'est la dimension psychologique. Lorsqu'on reconnaît l'incarnation de la légitimité. Mais lorsqu'on continuera toujours à avoir des pouvoirs illégitimes, des pouvoirs de négociation, voilà des conséquences. Voilà des conséquences. Même tous ces Indo-Pakistanais qui nous détournent ici n'auront pas peur de ces régimes. Mais lorsqu'on aura des institutions légitimes, même ceux qui trafiquent dans les corps et ici de suite, les Chinois que vous avez vu, votre compatriote, votre frère, le journaliste camerounais ici, non pas Charles Onana, qui était à RFI là, il venait de quitter là, il a fait un papier là-bas à l'Est où il a vu l'équipe gouvernementale provinciale qui partait voir visiter les mines, ils ont été empêchés par les Chinois. Vous comprenez? Mais comment un étranger qui est venu travailler? C'est-à-dire, ce que Kagame et Museveni nous font aujourd'hui, tenez que tous les multinationaux qui sont aujourd'hui les Chinois peuvent nous faire aussi demain. Mais pour que les gens, tout le monde nous respecte, parce que nous avons 9 pays voisins. Aujourd'hui, Kagame et Museveni nous malmènent. Il y a 3 décennies. Mais demain, le Congo-Brazza peut dire aussi non, ils peuvent décider même maintenant, le fleuve Congo là appartient au Congo-Brazza. Donc avant de traverser, il faut payer l'impôt. Il faut payer la taxe. Et qu'est-ce que nous allons faire? Parce qu'on n'a pas une armée qui peut faire paix aux voisins. Aujourd'hui, l'Ouganda peut décider. Nous, quand nous filmons encore enfants, frère, nous, on pensait que le fleuve Congo là n'appartenait pas au Congo-Brazza. Parce que nos pêcheurs, on partait, surtout nous de l'autre côté de l'équateur, on partait faire la pêche, même dans leur bord là-bas. Le fleuve Zaïre, oui, à l'époque. Le fleuve Zaïre. Et lorsque les marins de Congo-Brazza tentaient de mettre la main sur nos pêcheurs, mais c'est dans l'absence de quelques poussières, ils étaient récupérés. Donc aujourd'hui, Museveni peut décider, les Angolais peuvent décider, et nous allons fouiller où? Et après, nous allons commencer à dire c'est pas communauté internationale. Mais lorsque nous avons des problèmes internes, lorsqu'on dit organiser de bonnes élections, lorsque cette communauté internationale vous fait des remarques, lorsque cette communauté vous fait des recommandations, nous attendons un groupe de gens dire que nous sommes des souverains. Qui peut nous donner des leçons? Mais aujourd'hui, on a besoin de la communauté internationale. Donc, moi, je ne suis pas là pour soutenir la communauté internationale, mais je dis le gros du problème, c'est d'abord c'est un problème interne. Lorsqu'on ne saura pas de se mettre ensemble, parler même langage, ce qui nous divise, en réalité, depuis jusqu'à aujourd'hui, c'est le mode d'accession au pouvoir. C'est ça l'aîné du problème. Et deuxième problème qui nous a affaiblis, c'est la matérialisation d'un système de prédation officialisé et autorisé par ceux qui sont aux affaires. De la Deuxième République jusqu'à aujourd'hui. La majorité des Congolais sont des chrétiens. Mais il est grandement étonnant de constater que depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, nos chefs, les différents chefs de l'État qui ont succédé n'ont pas de salaire. C'est-à-dire on gère le Congo comme une boutique privée. Les premiers ministres n'en parlent même pas. C'est-à-dire quelqu'un peut, comme moi aujourd'hui, je suis piéton. Mais si je deviens ministre dans l'Absita, 3 mois et belé, n'a pas dit côté, mais ça va immeuble. Ça dérange personne. S'il pleut au Congo, la ville est inondée. Et vous imaginez des conséquences qui viennent après. Parce que lorsqu'il y a des inondations, pourquoi il y a des inondations? Parce qu'on n'a pas de caniveaux qui sont curés. Mais pourquoi les caniveaux ne sont pas curés? Je ne pense pas que c'est toujours la communauté internationale. C'est parce qu'il y a des fonds peut-être qui sortent. Parce qu'il y a des entreprises qui sont là, par exemple, au VD, ainsi de suite, pour curer. Mais l'argent est détourné. Maintenant, lorsque la ville est inondée, la conséquence, il y a des maladies de tout genre. Lorsque les maladies viennent, maintenant nous les pasteurs, nous disons non. Oui, Zaki Mikola Souka, Baba qui est malade de Koye Belé. Oh, nos maladies ici, ce n'est pas lié à Mikola Souka. C'est la mauvaise gestion du pays. Allez dans des quartiers comme par exemple la commune de Barumbu, Lingwa, vous allez voir que les communes ne sont même pas urbanisées. Chacun veut construire sa maison là, il veut. Et tout ça, c'est la communauté internationale. Aujourd'hui, si vous arrivez aux affaires,
Tout le monde doit avoir un carré minier. Nous avons ceux qui gèrent en violation de l'article 96 et 97 de la Constitution. Lorsque vous êtes dans le gouvernement, vous ne pouvez pas faire le business, mais la majorité des membres du gouvernement sont des commerçants. Quand on arrive au gouvernement, il faut créer une ONG. Mais lorsque vous êtes encore piéton comme moi, pourquoi ne créez pas une ONG pour aider la population? C'est dès qu'on arrive aux affaires, on crée des ONG. Les autres sont là. Ils n'ont pas de ONG. Mais demain, quand ils seront ministres, ils auront des ONG. Des fondations. Des fondations. Donc, le problème, c'est d'abord, c'est un problème interne. Lorsque nous ne parvenons pas à définir le vouloir vivre ensemble, on aura toujours la même rhétorique qui va continuer parce que les Congolais, aujourd'hui même les jeunes, ont compris que le seul job qui paye au Congo, c'est la politique. Et ceux qui n'ont pas eu la chance de se retrouver dans les carrés, prennent les armes. Parce que si vous touchez les armes, tu seras bien entendu. Comme notre combat fait, tu avait dit avec le groupe, je crois que c'était au Kenya. Non, laissez, c'est notre pays, tout ça, tout ça. Mais si vous voulez faire une lutte pacifique, comme Martin Fayoul, si vous voulez défendre la démocratie, opposition à Pete, opposition à Nzala, opposition à Kizengi, on va chercher à vous tuer, à vous arrêter. Aujourd'hui, lorsque je vous parle ici, nous avons Maman Tabala, mon ami Océan, et l'autre là, presque 2 mois. Est-ce que vous imaginez une pauvre femme qui a laissé les enfants à la maison? Les jours là, j'étais au secrétariat général, j'ai vu ces enfants qui étaient là depuis le matin à attendre le président. Est-ce que vous imaginez psychologiquement comment ces enfants sont terrorisés? On peut comprendre même les garçons, les hommes, nous les hommes. Mais cette pauvre femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Et les idées réclament que ce sont nos militants. Mais s'ils ont commis des crimes, mettez-les à la disposition de la justice. Que les crimes soient connus, conformément à l'article 18 de la Constitution. Lorsque quelqu'un est interpellé, c'est dans 48 il faut le mettre devant son juge naturel. Ça dit, je suis à Kiyanki. Et d'abord, sur le plan interne, si nous ne sommes pas unis, on ne parle pas le même langage. Regardez, je t'ai mis par là pour te remettre, te retourner la parole. Attendez. On vient d'organiser les élections ici en Namibie. C'est une pauvre dame qui est sortie. Est-ce que tu as suivi des problèmes là-bas? On donne la chance. Demain, lorsque nous allons organiser. Ça dit, le dialogue aujourd'hui, c'est un impératif. Oui, vous dites que le dialogue, c'est impératif. Vous parlez de l'unité nationale, vous parlez de la cohésion nationale. Mais regardez ces dangers qui nous guettent. Les dangers qui est là. Par rapport à l'insécurité, par rapport à la situation de l'Est. L'union fait la force, dit-on. Vous avez dit sur ces plateaux, un peuple uni est plus fort que n'importe quelle bombe anatomique. C'est ce que vous avez dit. Ne voyez-vous pas qu'elle est revenue d'entendre, de voir les politiques? Je prends l'exemple de Martin Fayoulou. Je prends l'exemple d'Adolphe Muzito. Je prends Moïse Katumbi, Kabila, Sesanga, Matata Mponyo, tous les autres, tous les politiques que nous connaissons, d'avoir un seul langage. C'est qui dit de sauver d'abord la patrie. Tous derrière le chef de l'État. Tous derrière les drapeaux. Pour convaincre d'abord l'ennemi qui est connu, Rwanda. Pour convaincre vaincre l'ennemi qui est connu, Rwanda, vaincre l'ennemi qui est connu, Kagame. Une fois c'est fait, c'est alors qu'à l'interne, ils vont trouver des solutions pour gérer la nation. Quand il y a des discours séparatistes, quand il y a des discours qui divisent en ce moment, ne voyez-vous pas que on risquerait de ne pas gagner la guerre ou encore la situation qui se présente devant nous? Merci, cher compatriote. C'est par là qu'on va se quitter. Nous sommes arrivés à la Merci beaucoup. Je crois que cette réponse, j'avais déjà répondu à moitié, peut-être vous répétez encore. J'avais dit, ceux qui sont là, malgré qu'ils nous ont imposé la dictature, la prédation, tout ce qu'ils sont en train de faire, de nous malmener. Ils nous promettent même qu'ils vont laisser le pouvoir qu'à l'arrivée de Jésus-Christ. S'ils avaient quand même su organiser notre pays, nous sécuriser. Non, ça, parce que, permettez-moi d'abord, parce que tu as insinué quelque chose ici. C'est ce que Bosembe veut attendre. C'est ce que Patrick Mouya veut attendre. C'est ce que l'autre là mon ami là de longs cheveux là, c'est Moutamba et Patrick Mouya et Bosembe veut attendre. C'est-à-dire, pour eux, ils veulent que tout le monde passe dans les médias, dire que nous sommes derrière le chef de l'État, Fachi Beton. Non, c'est pas ça le débat. Le débat ici, que tout le monde doit rester derrière la République. Ouais. La République qui est représentée par le commandant suprême. Non. Évitez ces débats-là, vous risquerez de biaiser l'émission et les débats. On chute par là. Je vous en prie, chers compatriotes, avec beaucoup de respect à votre égard.
Donc, si ces gens-là étaient compétents, on ne serait pas aujourd'hui là. Et dans des pays civilisés sérieux, les institutions tombent, démissionnent, les gens démissionnent. Que, chers compatriotes, je n'ai pas su vous sécuriser. Chers compatriotes, j'ai vu même François Hollande à l'époque. Il dit, je ne vais plus déposer ma candidature pour la seconde fois. Je n'ai pas pu donner aux Français ce dont j'avais promis. Mais ici, on n'a pas le courage. Parce que dans notre pays, il y a un problème de culture politique. Nous ne sommes pas cultivés politiquement. Il y a un problème d'inculturation. Le pouvoir est personnalisé. C'est-à-dire, tous les noms que je viens de citer ici, et ils pensent qu'il y a quelqu'un qui est comme Dieu. Tout le monde doit réfléchir derrière lui. Oh, hier, l'IDPS nous a menti qu'ils étaient des démocrates. S'ils étaient des démocrates. Oh, en démocratie, lorsque vous passez dans un processus transparent et que le peuple vous donne la légitimité, tenez que vous venez de passer aux élections dans une épreuve. C'est que dans une épreuve, tout le monde ne peut pas être derrière vous. Il y a ceux qui vous soutiennent, il y a ceux qui sont aussi de l'autre côté. Nous voyons dans des pays civilisés, là où Félix a grandi, il y a des gauches, il y a ceux qui sont à droite. Il y a des démocrates, il y a des républicains. Si les autres gagnent, il faut des critiques positives ou négatives. Mais ici, si vous ne réfléchissez pas comme mais eux... lorsque la sûreté de l'État est menacée, ces gens-là se mettent ensemble et il n'y a plus question de si vous allez dans cette dimension... D'abord sauver la patrie et puis voir le reste... On parle patrie, mais on ne parle pas individu. Parce que si vous m'amenez sur ce terrain-là, l'institution que vous faites allusion fait partie du problème. Parce que... permettez-moi, malgré que l'émission est presque à la fin, j'ai donné cet exemple dans un autre plateau. C'est une contradiction dans votre part. Parce que vous avez dit, un peuple uni, une nation forte, où encore les gens sont ensemble, comme qui dirait l'union fait la force. Mais quand vous dites que on n'a pas le droit, ou encore on n'est pas obligé d'être derrière tel ou X, ou derrière tel X ou Y. X ou Y personne, ne voyez-vous pas que vous contredisez dans le sens où nous avons un chef de l'État, vous le connaissez. Vous dites bien ici que la gestion n'a pas été bonne, la gestion du pays où vous indexez une personne, c'est votre point de vue. Mais ne voyez-vous pas que par rapport au danger, c'est lui qui représente la nation, c'est lui qui est le président de la République. On n'a pas dit de soutenir l'individu, mais soutenir la nation, qui est représentée par Serge Taboko. N'est-ce pas, on se voit dans l'obligation de mettre le du front des côtés. Je suis d'abord derrière vous, pas pour vous faire plaisir, pour sauver la nation, et après on va revenir par rapport à nos différents. C'est ça que malheureusement l'émission est presque à la fin. Cette démarche elle est biaisée. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous reprochons à nos amis. Est-ce que les moments... Permettez-moi, c'est-à-dire il y a eu des décisions malencontrées qu'ils ont prises, qui nous a amenés. Nous sommes allés à l'EAC, on nous a dit que lorsqu'on aura des problèmes, l'EAC va nous défendre. Mais il y a maintenant un membre de l'EAC qui nous tue. Qu'est-ce que dit maintenant l'EAC? Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses à reprocher à nos amis ici. Mais nous, c'est plus l'État comme vous avez dit. Ouais. Mais ici, le problème, ce sont eux d'être humbles. J'ai dit ça à Lingala dans un autre plateau. Vous voyez, quand vous êtes dans une famille, les papas sont déjà vieillis. Et j'ai pris dans le figure style l'image des parents ici comme le peuple. Le peuple a ça l'embi. Et il y a des grands frères qui sont devenus aussi déjà grands. Les grands frères ici, Nebiso et Sidé la Mouka. Tenu Makambe Belé à vie. Les petits frères, c'est qui? Les petits frères, c'est d'autres opposants. Vous comprenez? Soit la société civile. Et les voisins, c'est la communauté internationale. Mais on a une jeune fille qui est belle. Tous les jeunes hommes, les jeunes papas de mariés, même des mariés, des non-mariés du quartier, tout le monde court derrière. Yaya, Moni, Baboti Basi Balembi. Tanga Kelasi. Lobisoko, au Batelib, au Bala Libala Malam, au Sunga Baboti. Tika, c'est ma vie, qu'on puisse pas me parler, personne ne me parle. Ça, c'est l'union sacrée, son régime. On connaît tout. Tel ne tombera pas, tel ne fera pas ça. Et on prononce à Boye. Tout ça, ils ont dit ici. Mais le lot, c'est que Zemekoti. Zemekoti, Moubala Zoé Banate. Zemengo n'est pas malade. Et comme, mais avant qu'il puisse te donner $10 pour acheter les médicaments, mais il faut accepter les blâmes. C'est-à-dire à ce moment-là, quand nous nous grondons, quand nous parlons, quand nous critiquons les régimes, ils doivent se taire. Merci beaucoup. Qu'hier, ces gens ici nous ont dit, merci dans la posture de faiblesse, on n'a pas le choix. Sinon, nous aurons que des yeux pour pleurer. Et peut-être que les dégâts, nous tous, nous serons des perdants, comme on a 6. Tous les héros étaient perdants. Mais il y avait surtout ce qui était aux affaires.
Ce sont eux qui étaient encore vrais perdants. Merci beaucoup, Pasteur Serge. Restons ensemble, parlons le même langage, évitez les intimidations. Bobi misa bandeko baza na prison. Bobi misa biso bato. To créer climat moko ya sengo. Botika biloko bo sembe wana na banani soki ba mutamba ko intimider bato. Bandeko balo vous avez vu, même si permettez-moi de dire ça dans 10 secondes, si je suis venu c'est par votre respect, et surtout que j'avais raté l'émission précédente, sinon j'allais pas venir. Il y a un communiqué officiel où la majorité de ceux qui se revendiquent de l'opposition ont décidé, ont fait un break de ne plus passer dans les médias. Donc nous soutenons leur démarche et je crois, moi, la semaine prochaine, je ne vais plus passer dans les médias en attendant qu'on puisse y trouver la solution. Donc nous avons besoin d'unité. On n'a pas besoin de venir ici, on doit parler le même langage. L'ennemi est là, le pays est en danger, est en sécurité. Au lieu qu'on kataka sur les réseaux sociaux, tout ça. Si les Rwandais nous infiltrent aussi les Rwandais, nous avons des Congolais qui sont pleins là-bas. Infiltrez ces gens-là. Merci beaucoup. Parlons le même langage, unissons nos forces. C'est comme ça que nous allons sauver la patrie. Merci beaucoup, Pasteur Serge Taboko. Et si il faut tout soutenir les paix spirituels. Si vous pensez que vous dribbler Bango, nous aurons que les yeux pour pleurer. Vous êtes la Mouka. On va dribbler qui? Oh non, on attend déjà le nuit. Si vous allez sur ce terrain-là, nous aurons que les yeux pour pleurer. On se quitte, on va vous retrouver le lundi. Ça sera pour un nouveau numéro. Merci à la réalisation de Brandon. Merci Pamphile. Merci encore une fois de plus d'être notre pasteur Taboko. Au nom de l'Essidio, au nom de Martin Fayoulou. Malheureusement, Gardi Liana n'a pas pu répondre à l'invitation. Bon, peut-être partie remise. Merci et à la prochaine.